Bienvenue sur le réseau de e-Media, e-Media Invest. Bienvenue sur e-Radio et e-TV. Merci d'être avec nous à votre émission L'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui le professeur Omar Ba. Le professeur Omar Ba est professeur d'économie et de finance à l'université Cheikh Anta Diop Dakar à la FASEC. Nous sommes aussi avec Cheikh Omar Ba, docteur Cheikh Omar Ba, qui est sociologue, qui est le patron de Hyper Afrique, un think tank ouest-africain. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Comme vous le savez, cette semaine, la BCEAO a fait son bilan. La banque a fait l'évaluation de 25 banques établies au Sénégal et 4 établissements financiers. Ils ont trouvé qu'il y a plus de 7 000 milliards de francs CFA dans les banques qui sont ici au Sénégal. Les banques donc ont progressé du point de vue du capital, du point de vue financier. Alors, professeur Omar Ba, vous qui êtes économiste, qui travaillez dans le monde des finances aussi et qui l'enseignez à l'université Cheikh Anta Diop Dakar, comment se fait-il qu'une telle masse monétaire puisse circuler au Sénégal? Je vous remercie de cette invitation, M. Alassane Samba Diop. J'en profite pour saluer notre invité également, M. Cheikh Omar Ba, ainsi que vos téléspectateurs et auditeurs. Il est vrai que la Banque centrale fait ressortir donc, trimestriellement un rapport sur la situation des activités bancaires, les encours bancaires. Ce qu'ils ont donné comme ressources bancaires, c'est l'ensemble des encours existants au niveau donc, du système bancaire à ce stade, au niveau du Sénégal. Maintenant, ces ressources financières doivent être destinées au financement de l'économie, à un certain nombre d'objectifs économiques. Nous allons développer tout cela pour voir que est-ce que ces ressources vont vers les entreprises, vers les particuliers et également vers d'autres destinations, puisque comme nous le savons, les banques interviennent beaucoup aussi sur les marchés financiers. Mais la vocation du système bancaire, c'est de financer l'économie. Est-ce que les financements sont conséquents? Est-ce que les taux d'intérêt sont acceptables et soutenables? Est-ce que l'économie, justement, du pays reçoit ces financements? Donc tout ça, ce sont des questionnements, des problématiques qui se posent. Et nous devrons voir un peu est-ce que l'ensemble de ces ressources répondent aux besoins de l'économie du Sénégal. Oui. Cheikh Omar Ba, vous êtes sociologue, vous êtes en contact direct des populations donc, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pensez que globalement les banques installées dans nos pays participent au développement du pays en finançant l'économie? Merci, M. Diop. Je salue aussi le professeur Ba. Je voudrais simplement vous féliciter aussi pour vraiment l'ouverture de plus en plus importante que vous faites au niveau des médias. Et je vous félicite aussi pour vraiment l'audiovisuel et tout ce que vous faites, en tout cas comme élément important pour le pays et pour la sous-région. Je voudrais dire que, bon, moi je reviens du terrain et je vois tout de suite, quand on parle de milliards dans les banques, la question que je me pose, c'est est-ce que ces milliards, le paysan qui est en Badakhoune peut y accéder? Est-ce que aujourd'hui le jeune qui cherche à s'employer peut aller à la banque et trouver de l'argent? On dit toujours que ceux qui sont dans l'agriculture, ils ont le double handicap. D'abord, handicap parce qu'ils sont dans l'agriculture pluviale, donc avec beaucoup de risques, les questions d'assurance, etc., qui font que les banques ne leur font pas confiance. Et deuxièmement, le risque du fait que le jeune soit jeune, parce que ça veut dire qu'il n'a pas de garantie, il n'a pas d'expérience. Du coup, très peu de banques acceptent de lui prêter. Moi, la question que je me pose, c'est comment financer notre développement? Si les banques sont sur liquide, il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à trouver des mécanismes pour que, en tout cas, les populations puissent sentir que les ressources financières peuvent les aider à développer leurs programmes et leurs projets. Ce qui n'est pas le cas toujours, malheureusement. Vous allez voir des populations qui cherchent aussi à transformer leur production et ils ont du mal à accéder au marché, simplement parce qu'ils n'ont pas de ressources pour transformer leur production. Je crois que c'est une problématique globale. Si on veut aller vers l'émergence, il faudrait qu'on questionne cette surliquidité des banques, mais en sachant aussi que c'est difficile parce que les banques ont leur autonomie, c'est un secteur privé. Comment faire pour que l'État, qui aujourd'hui est la puissance publique, les oriente ou encore les encadre, crée les conditions pour qu'ils puissent avoir plus de garanties et aller financer ceux qui sont souvent délaissés. Et aujourd'hui, avec les ODD, on parle du Leave No One Behind, ne laisser personne sur le chemin. Comment faire
pour que l'argent qui existe, qui est quelque part, et même au niveau mondial, quand on a parlé de crise financière au niveau mondial en 2008, ce n'était pas qu'il n'y avait pas d'argent. Peut-être l'argent était détenu par des groupes très, en tout cas limités, et les plus riches sont de plus en plus restreints. C'est un groupe très restreint, très fermé, et les plus pauvres, au niveau mondial, je parle 100 ans, en tout cas, leur nombre augmente. Je crois qu'il faudrait, si on veut avoir plus de quiétude, plus de stabilité dans les pays, parce que si les jeunes ne trouvent pas de l'emploi, ça crée effectivement un certain nombre de difficultés pour les stabilités de nos pays, surtout qu'on est dans un contexte très mouvementé. Dieu merci, le Sénégal est épargné et que Dieu fasse que ça soit toujours épargné. Oui, professeur Oumar Ba, comment comprendre que dans un pays comme le Sénégal, qu'on dit que les banques sont surliquides, qu'il y a beaucoup d'argent dans les banques, et que les populations ne ressentent pas cet argent dont on parle? Voilà. Les banques étant surliquides, la vocation d'ailleurs d'une banque, c'est de financer l'économie. Financer l'économie, c'est financer les entreprises et les besoins des particuliers, les ménages. Maintenant, pourquoi les banques sont souvent réticentes dans le financement? Parce que nous avons ici beaucoup plus des banques commerciales qui sont à la recherche le plus souvent de profits à très court terme, avec moins de risques en général. C'est que ce sont des banques qui reçoivent beaucoup de dépôts, de ressources de la clientèle, mais pour financer les entreprises et les ménages, donc il y a beaucoup de contraintes qu'elles posent. Si elles financent des ménages beaucoup plus facilement, c'est-à-dire les particuliers à partir de leur revenu salarial, donc il y a moins de risques par rapport à leurs salaires qui sont domiciliés au niveau des banques. Donc le risque est moindre par rapport aux entreprises. Or que le développement économique d'un pays reposera sur le financement des entreprises, surtout du secteur privé. Et le financement de ces entreprises doit nécessairement passer par les banques, puisque ce sont les entreprises du secteur privé qui vont créer de la richesse. Et à partir de cette richesse, ces entreprises vont créer également des emplois. Tout à l'heure, le docteur parlait un peu justement du chômage. Et donc, il faudra donner, si vous voulez, donc beaucoup de moyens et de ressources et de cheminement pour les entreprises. Et qui devrait faire cela? Nous avons la Banque centrale qui est l'organe de contrôle et de suivi ainsi que de la supervision donc, du fonctionnement des banques commerciales, avec la supervision de la masse monétaire en circulation, mais également avec le suivi des crédits qui sont accordés et des taux d'intérêt qui sont utilisés. Donc, il faudrait que nous arrivions à ce que les banques qui ont beaucoup de ressources, comme vous le dites, mais qui utilisent une bonne partie de ces ressources dans les placements sur les marchés financiers. Parce qu'au niveau des marchés financiers, il y a moins de risques, puisque ce sont les États des pays membres de l'UEMOA en général qui lancent des emprunts obligataires sur le marché financier de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Donc là-bas, on peut placer beaucoup de ressources avec les emprunts d'État et puis rester tranquille à des taux de 6%, 5,5%, 7% quelquefois pour certains pays. Vous voyez, c'est moins risqué et puis c'est un placement donc très sécurisé et donc très rentable. Maintenant, il faut que nous amenions, et ça, ce sera une politique sur laquelle l'État, le ministère des Finances, devra réfléchir avec les autorités de la Banque centrale, comment amener justement les banques commerciales à être limitées sur leur intervention au niveau des marchés financiers. C'est-à-dire donc permettre aux ressources qui sont utilisées sur ces marchés financiers, permettre à ces ressources de revenir aux entreprises, c'est-à-dire au financement de l'économie. Bien que, en intervenant sur les marchés financiers au niveau de la BRVM, logiquement, si nos entreprises intervenaient également beaucoup sur le marché financier pour emprunter, donc pour des investissements, on n'en a pas beaucoup dans nos pays africains. Donc l'essentiel des ressources vont beaucoup plus vers les États africains qui lancent des emprunts obligataires. Il faudrait que maintenant ces ressources bancaires reviennent au financement de l'économie. Puisque comme on le voit, lorsque un État, que ce soit le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, lance, si vous voulez, donc, un emprunt sur le marché, mais les 3/4, pour ne pas dire les 90% sont des banques qui sont, donc ce sont ces banques qui rachètent, si vous voulez, donc les obligations d'État. Ce qui veut dire que les ressources bancaires devaient être tournées vers les entreprises. Il faudrait maintenant qu'il y ait un système qui doit être mis en place pour limiter
ça c'est une idée que je donne, qui fera l'objet peut-être de réflexion. Comment limiter l'intervention des banques sur les marchés financiers destinés aux obligations d'État et mieux orienter donc les ressources en relation avec la Banque centrale vers le financement de l'économie. Maintenant, pour ce financement de l'économie, puisque moi j'insisterai beaucoup pour le financement des entreprises, puisque c'est là où nous avons la création de la richesse. Parce que le PIB se développera lorsque nos entreprises vont créer beaucoup plus de richesses, de valeur ajoutée. Et comment aussi financer nos entreprises pour les exportations. Vous voyez, on a beaucoup de leviers qui pourraient être utilisés pour permettre donc à ces ressources-là de s'orienter vers les entreprises. Les ménages maintenant, les ménages ont des besoins d'équipement, des besoins donc de consommation, mais ces financements peuvent se faire facilement, mais la majorité du financement devrait s'orienter vers les entreprises. Mais comme nous le constatons ici, les banques financent peu les entreprises et beaucoup plus peut-être les ménages, mais beaucoup plus encore vers les marchés financiers. Oui. Mais le problème au Sénégal aujourd'hui, c'est que la plupart des banques commerciales qui sont au Sénégal, c'est des banques d'origine étrangère. Et la plupart des entreprises structurées qui ont des moyens, c'est des entreprises encore étrangères. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui du fait que les Sénégalais de souche, la plupart d'entre eux ont des entreprises où la plupart d'entre eux sont dans l'informel et qu'elles n'ont pas la confiance des banques? Oui, c'est une question très très complexe parce qu'effectivement, on peut se demander comment expliquer que près de 25 banques qui existent, l'essentiel est contrôlé par l'étranger. Bon, je pense que ça fait partie un peu de notre histoire et aujourd'hui, il faut être conscient que ça ne peut pas continuer. On ne peut pas financer, c'est-à-dire que les autres ne vont pas financer notre développement. Je crois qu'on a parlé de patriotisme économique, on a parlé de l'émergence de certains entrepreneurs nationaux, en sachant que la question de la qualité, la question de l'historicité même de ceux qui accompagnent, tout ça, quand même, c'est des questions à prendre en compte. Et aujourd'hui, nous avons, même si c'est des entreprises étrangères, nous avons besoin de la qualité du service. Nous avons besoin des réponses qui soient adaptées à nos demandes. Mais encore une fois de plus, comme je suis plus orienté monde rural, ce que je constate, c'est qu'effectivement, l'essentiel des banques, c'est des banques commerciaux. Ils ne financent pas le développement en tant que tel, à part peut-être le commerce. Et tout le monde ne peut pas faire du commerce. Or, le développement, ce n'est pas que du commerce, c'est aussi la production, c'est la transformation, c'est d'autres acteurs qui ont des contraintes réelles à partir desquelles je crois que si on veut émerger, il faut qu'on s'appuie sur ces acteurs. Les acteurs qui sont en tout cas en milieu réel, qui ont des entreprises, petites entreprises, parfois même des femmes qui font de transformation de jus, mais qui n'arrivent pas à aller à l'échelle parce que leur surface financière est tellement petite qu'elles ne peuvent pas aller plus loin. C'est valable pour d'autres acteurs. Donc, moi, je pense qu'il faudrait, on a suffisamment réfléchi, on a suffisamment cogité sur ces questions. Je crois qu'il faudrait arriver, et j'espère que la fenêtre d'opportunité qui va s'ouvrir, et qui est en train de s'ouvrir, en espérant qu'elle ne va pas être, certainement on y reviendra avec la découverte du pétrole et du gaz, qui constitue des opportunités pour que les ressources générées, quand même, puissent financer le développement du Sénégal. Maintenant, sous quelle forme? Et je crois que là, il faudrait vraiment que nos économistes, nos acteurs financiers, mais les entreprises aussi, les entrepreneurs, que l'ensemble des parties prenantes puissent se concerter sur ces questions. Et j'espère que le dialogue portera sur ces types de questions économiques, des questions aujourd'hui dont les Sénégalais moyens attendent de l'État ou des autres acteurs qu'on adresse. Et je pense que c'est le temps de l'Afrique comme on le dit, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne est le seul continent encore en transition démographique dans le monde, avec l'arrivée massive des jeunes sur le marché de l'emploi qui constitue une opportunité. Mais comment ne pas rater cette fenêtre d'opportunité? Parce que les fenêtres d'opportunité dans l'histoire, ça se referme. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à les saisir, c'est vrai que les infrastructures routières, les infrastructures d'appoint au développement méritent d'être en tout cas mobilisées. Et je crois qu'il y a de ce point de vue, sur le plan infrastructurel, sur le plan même de correction d'équité territoriale ou d'inéquité territoriale, il y a quand même un effort qui est fait entre le monde rural et le monde urbain. Je crois qu'il y a beaucoup d'investissements que l'État a quand même adressés. Et je crois que là, il faut aussi savoir donner des bons points quand l'État fait de bonnes choses. Maintenant, c'est des questions tellement complexes et tellement profondes qu'il faudrait qu'on arrive à les adresser de façon durable et structurelle. Et je pense qu'il ne faudrait pas faire de faux procès, c'est-à-dire qu'on a besoin d'investissement. Aujourd'hui, c'est la question, certainement on y reviendra sur les questions foncières. C'est aussi un levier
de transformation même de l'économie. Mais justement, vous travaillez beaucoup dans le monde rural. Ce qu'on a vu au Sénégal, c'est qu'il y a plus de banques commerciales que de banques agricoles. Absolument. Si c'est vrai qu'il y a une banque qui a changé de nature, qui est une banque agricole, mais beaucoup de trucs, ce n'est pas suffisant, qu'on aurait dû avoir peut-être des banques localement mises en place dans les plus petits villages pour permettre justement aux jeunes, aux paysans, de financer l'agriculture. Parce que la Chine, si le jour de la où c'est parce qu'elle a commencé à financer son monde rural. Mais tout à fait. Et puis, ne pas hésiter. Et je crois que souvent, dans nos modèles de développement, et ça, je pense que nos économistes, nos financiers, même les autres, nos intellectuels, qui s'inspirent à la source occidentale souvent, il faudrait qu'on arrive à partir de nos propres réalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois les pays qui sont développés, même la Thaïlande, auprès de qui on importe souvent le riz, mais on se rend compte que c'est des petites exploitations qui fournissent le riz qu'on mange. Et donc la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse confiance aux petits. Les petits, c'est je veux dire, c'est le mécanicien qui est dans la rue, c'est quelqu'un qui est dans un coin, mais il faut l'organiser, il faut le discipliner et tout ça. Mais en même temps, je pense que ce sont l'addition de l'ensemble de ces efforts. C'est valable aussi pour le monde rural, les agriculteurs et les éleveurs. Et c'est l'ensemble de ces petites activités qui feront vraiment un développement global, cohérent et durable. Autrement, on va être sur de micro, vraiment, je veux dire, le développement risque d'être tiré par l'extérieur. Et donc, du coup, les bénéfices vont repartir, comme c'est arrivé. On a une croissance, mais ça risque d'être une croissance non inclusive, non distributive. Comment faire pour que toutes les catégories d'acteurs puissent bénéficier justement de ces ressources? Je crois que là, c'est une question très importante qu'il faudrait que tout le monde puisse l'adresser et qu'on trouve des solutions idoines. Comment comprendre qu'au Sénégal, qu'on ait plus de banques commerciales que des banques pour le développement? Oui, disons que ça a été un héritage qu'on a eu depuis la période coloniale, qui a continué à un moment donné, bien que depuis les indépendances, le Sénégal avait mis en place des structures de développement. Il y a eu la BNDES, il y a eu par la suite le Crédit Agricole qui est devenu donc la Caisse nationale du Crédit Agricole, qui est devenue par la suite la Banque agricole. Il est vrai que nous sommes toujours dans l'esprit des banques commerciales, donc dans la recherche d'un profit en général, surtout d'un profit à court terme. Maintenant, pourquoi jusqu'à présent on n'a pas pu couvrir l'ensemble des besoins des activités économiques? Pour les petites activités dont on parlait tout à l'heure, par exemple surtout dans le secteur agricole, il y a quand même les institutions de microfinance qui ont été développées, qui couvrent d'ailleurs également de plus en plus l'ensemble du territoire. Mais qui ont le taux d'intérêt dénoncé par la population exorbitant. Avec la contrainte d'avoir des taux d'intérêt extrêmement élevés. Pourquoi? Parce que ce sont des institutions qui se réapprovisionnent en trésorerie auprès des banques. Donc, et comme les taux bancaires sont encore assez élevés, il faut le reconnaître, puisque nos banques ici financent à 10, 11, 12%, alors que sur le marché international, les taux bancaires sont même quelquefois à 2%. Mais qu'est-ce qui empêche l'État d'intervenir dans ce cas-là pour réguler, pour demander aux banques de respecter un taux normal pour financer le développement? Voilà, mais justement, c'est parce que les banques doivent le plus souvent fixer leur taux d'intérêt par rapport au taux directeur de la Banque centrale. Puisque comme nous le savons, lorsque les banques ont besoin de ressources financières, elles se réapprovisionnent auprès de la Banque centrale. Donc la Banque centrale leur avance des fonds dans ce avec un taux qu'on appelle donc le taux directeur. Et ce taux tourne autour de 4,75% à peu près à l'heure actuelle. Et donc la banque va ajouter à ce taux sa marge, mais également le risque, va évaluer le risque du crédit, en dehors des garanties à prendre. Vous voyez, donc on va se retrouver vers un taux de base bancaire d'environ 7%, 8%, plus maintenant les différents frais et commissions. Vous voyez, on se retrouve facilement entre 9 et 10% pour les financements. Donc, pour ça, donc, nous avons, si vous voulez, un taux extrêmement élevé. C'est à la Banque centrale qui a pour rôle de réguler l'activité bancaire en vue de l'orienter vers le financement de l'économie, le financement des entreprises et des ménages. C'est à la Banque centrale
donc de s'orienter vers une baisse progressive du taux directeur pour la partie concernant le taux. Le deuxième élément qui fait que les banques commerciales s'aventurent très difficilement vers les entreprises, et là je parlerai surtout des PME, PMI et des petites entreprises. Pour les grandes entreprises, en général, elles n'ont pas beaucoup de problèmes vis-à-vis des banques, du fait même que souvent ce sont de grosses entreprises internationales qui ont donc des liens avec les maisons mères des banques. Oui, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui au Sénégal, les gens ne comprennent pas que dans des pays comme en Allemagne, où c'est les PME et les PMI qui tiennent l'économie de ce pays-là, qui est une première puissance européenne, que dans des pays pauvres comme le Sénégal, que les banques ne financent pas les PME et les PMI. Voilà, ça ce sont les contraintes dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il y ait une politique conjointe entre la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances, qui doivent amener les banques, comment les amener justement à financer l'économie. Il y a diverses solutions. Première solution, il peut y avoir des bonifications de taux d'intérêt. C'est-à-dire sur un taux, par exemple, de paiement de 10% destiné à une PME, l'État, grâce à une structure à mettre en place, qui est mise en place, une agence de bonification donc, sur le plan des opérations financières, l'État donc, peut prendre en charge les 6 ou 7% donc, de couverture de taux d'intérêt. Ça permet au taux d'intérêt donc, de revenir à un niveau très faible, 4-5% pour l'entreprise, puisqu'il ne faut pas oublier que les entreprises ont des charges importantes, et particulièrement les charges financières au niveau bancaire. Deuxième élément aussi, ces entreprises, petites et moyennes entreprises, ont des surfaces, si vous voulez, donc, de couverture de garantie extrêmement faibles. Et donc, il faudrait que l'État, avec les agences qui ont été créées, il y a le FONGIP qui est là, qui doit de plus en plus s'intégrer vers les petites et moyennes entreprises en bonifiant, en donnant, si vous voulez, une surface de garantie. C'est-à-dire, donc, ça permet, si vous voulez, donc, à ces entreprises d'avoir deux sortes de couverture. Et ces entreprises pourraient donc bénéficier plus facilement donc, des financements bancaires. Autre élément également sur lequel l'État peut intervenir en relation avec la Banque centrale, je le disais tout à l'heure, il faudrait donc qu'on amène justement les banques à financer l'économie. En quoi faisant? En imposant aux banques, ça ce sera au niveau de l'UEMOA, que les banques aient à financer au moins entre 40 et 50% de l'activité économique de base. C'est-à-dire donc toute l'activité agricole, puisque nous sommes tous des pays à production agricole, que dans chaque pays, entre 40 et 50% du financement bancaire soit orienté vers l'activité de base, donc développement économique. Ce qui veut dire qu'au niveau du secteur de l'agriculture, où on a une bonne partie de la population qui est occupée dans l'agriculture, mais de petites unités de transformation pourraient être utilisées. On a des produits, que ce soit des produits de pastèque, des produits d'arachide, etc. Les mangues. Oui, les mangues. On a des produits bruts et souvent, et d'ailleurs ça aussi c'est un point sur lequel je reviendrai pour l'exportation, souvent on a ces produits bruts qui sortent comme ça et qui partent, soit pour la consommation, soit pour l'exportation. Alors que si nous créons des unités de transformation, je prends le cas par exemple de l'arachide, le cas des mangues, il peut y avoir des jus pour les mangues, il peut y avoir des jus pour les pastèques, etc. Ou alors même de petits produits qui sont bien emballés, bien transformés par des unités de production qui sont installées ici. Et les entreprises qui bénéficient de ces financements de production vont également bénéficier de financements bancaires destinés à leurs exportations. C'est pourquoi d'ailleurs il est souvent conseillé aux chefs d'État en général, lorsqu'ils voyagent, ils amènent des hommes d'affaires. Mais ce qui est bon lorsqu'on voyage à l'extérieur, il faut amener des hommes d'affaires d'entreprises exportatrices. Parce qu'il ne sert à rien, puisque nous sommes généralement des pays importateurs, il ne sert à rien d'amener des chefs d'entreprise qui vont chercher des produits à importer, à amener ici, alors que nous devons plutôt promouvoir la production, la transformation en vue d'exporter ces produits. Et je pense que si l'État, au niveau des États des pays de l'UEMOA, avec la Banque centrale, mettent en place une stratégie d'orientation, de financement de l'économie pour le développement de l'UEMOA, donc ils vont imposer aux banques, ce seront des conditions qu'ils vont imposer aux banques, qu'une bonne partie des ressources soit orientée vers le financement de l'économie au détriment du marché, ce qui fait que
ces conditions feront que si l'entreprise n'utilise pas ses ressources pour ce financement de l'économie, il y aura, puisque la Banque centrale a cette possibilité, une augmentation de ce qu'on appelle les réserves obligatoires, puisque la Banque centrale impose aux banques d'avoir un minimum de réserves de sécurité. Si on voit que les banques ont des ressources et ne financent pas l'orientation économique au niveau de l'UEMOA, la Banque centrale, en accord avec l'État, peut augmenter ses ressources obligatoires qui sont considérées comme des réserves obligatoires, qui vont donc amener la banque à ne plus pouvoir utiliser ces ressources-là qui seront bloquées et pratiquement non rémunérées au niveau de la Banque centrale. Vous voyez, on a des leviers qui pourraient être utilisés. Bon, évidemment, cela va demander beaucoup de négociations et puis certaines normes à respecter, mais il est nécessaire, puisque la vocation des banques, c'est de financer l'économie. Et il faut les amener au financement de l'économie. Parce qu'une banque qui vient s'installer dans un pays de l'UEMOA, qui se dit que j'ai la possibilité d'intervenir sur les marchés, je vais placer les ressources collectées auprès des ménages qui sont là, au lieu de le réinjecter dans l'économie, je vais le placer, ça me rapportera des intérêts, et puis je n'ai pas de risque, et je fais de petits crédits aux ménages à partir de leur salaire. Pour les petites et moyennes entreprises, généralement, il y a presque peu de financement, et maintenant, les grandes entreprises n'ont pas tellement, si vous voulez, de contraintes pour avoir ce type de financement. Est-ce que justement, ce n'est pas un paradoxe où les banques sont surliquides et l'économie sénégalaise aujourd'hui, où les gens peinent aujourd'hui à avoir la circulation monétaire, ont même des problèmes pour s'en sortir? Oui, effectivement, ça c'est la question de fond. Et je pense qu'il y a eu quand même des efforts. Je crois que le professeur en a parlé. Maintenant, il faut rappeler que dans le domaine agricole, avec l'État quand même a fait un effort à un moment, justement, de passer de 12,5 à 7, je crois, 5. Voilà. Et je crois que ça, c'est un effort important et qui fait que l'État subventionne la différence. Et maintenant, la question de fond, c'est que ça ne règle pas tout le problème, parce que les populations ont toujours des... Parce que comme il dit, c'est des crédits très court terme, et avec des surfaces très petites. Finalement, ça ne permet pas vraiment de s'envoler, parce que c'est même pas annualisé, c'est des crédits campagne. Donc c'est tellement... Et les populations ont souvent regretté ce fait. Le fait que tu ne puisses pas, par exemple, vous êtes un père de famille, une mère de famille, vous avez des besoins. Les besoins d'éducation de vos enfants, de santé, etc. Donc si on vous donne juste un crédit de campagne et vous n'avez pas les moyens de mobiliser d'autres ressources, vous ne pouvez pas, quand un de vos parents est malade, croiser les bras et dire que non, je vais gérer juste disons les semences ou en tout cas tout ce qui est attrait à la production. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une réflexion plus large et je crois qu'il y a des efforts, sauf que ces efforts encore tardent à se concrétiser de façon globale. Je voudrais prendre l'exemple simplement de tout l'effort qui est fait aujourd'hui avec l'ADER. Tu vois, par exemple, c'est un mécanisme de financement qui est intéressant, innovant, qui est bienvenu, mais on se rend compte aujourd'hui, il y a des problèmes même de remboursement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la bonne solution. Est-ce à dire qu'on doit revoir le mécanisme pour que ça ne ressemble pas simplement à des opportunités de financement, ça peut être électoraliste ou politicien, pour que ça soit vraiment inscrit dans la durée, et nous, on s'inscrit dans cette optique. Récemment, on vient avec le conseil départemental de Podor de mettre en place une plateforme avec les 22 communes pour voir l'ensemble des demandeurs d'emploi qui existent dans les 22 communes, pour voir comment l'ADER, l'université, la SAED, l'ARD et IPAR, comment nous tous, nous pouvons faire converger nos efforts pour que la recherche cesse d'être simplement une affaire de tour d'ivoire, enfermée dans les tours d'ivoire, pour que ça aille résoudre des problèmes concrets. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes, et l'État veut trouver des solutions, les populations veulent trouver des solutions, c'est qu'il faut trouver des emplois. Parce qu'on a vu que les jeunes qui n'ont pas d'emploi, ils sont souvent perdus. Et c'est dommage, parce qu'on a vu que les autres pays qui sont développés se sont appuyés sur la force de leur jeunesse. Et je crois que nous avons une opportunité aujourd'hui de créer une nouvelle mentalité, d'encourager ces jeunes à s'investir. Parce que si quelqu'un doit prendre 3 millions ou 2 millions pour aller en migration clandestine, quand vous savez que ça peut ne pas marcher, mais je pense que c'est un début déjà d'investissement. Nous avons vu des gens, des entrepreneurs qui sont partis de 500 000 francs. Donc comment faire? Peut-être il y a des contraintes aussi qu'il faut lever, les contraintes foncières, comment accéder à la terre, accéder à l'eau, comment l'État peut encadrer cela, comment les questions de fiscalité peuvent accompagner tout cela, les petites entreprises, justement les PME, PMI. Moi, je crois qu'il y a toute une réflexion orientée vers le développement
il y a ces éléments, il y a des éléments qui existent. Pour moi, c'est un peu les éléments du puzzle sont là. Maintenant, il faut les assembler pour une orientation plus forte. Et je crois qu'on le dit, mais à mon avis, ça manque encore d'être pratique sur le terrain. Et je crois que de ce point de vue, il faudrait que tous les acteurs qui pensent avoir des solutions partir de la réalité. La réalité, c'est partir à la base. C'est les populations dans les quartiers, c'est les populations en milieu rural. Travailler avec elles, regarder comment on peut, mais vraiment petit à petit, une femme ou un jeune qui fait un peu de l'aviculture commence à vendre à 500 poussins, ensuite 1000 poussins, 2000 poussins, et progressivement, mais tout le monde ne peut pas faire la même chose. Il faut diversifier, et je crois que là, on a un devoir, mais il faut former les gens en amont. C'est-à-dire qu'on revient encore à la question de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et je pense qu'il y a autant de questions qui méritent aujourd'hui qu'on en parle, mais qu'on en parle différemment. C'est-à-dire qu'on en a parlé. Tout le monde va dire « Ah oui, non, on l'a déjà essayé ». On l'a essayé, mais je crois qu'il faut le courage, il faut le changement de mentalité, il faut accompagner les acteurs vraiment à transformer leur manière même de percevoir. Parce que si on considère que l'État donne de l'argent, c'est de l'argent juste, entre guillemets, il y a une période électorale, et quand c'est fini, je peux ne pas rembourser, je pense qu'on n'est pas dans le développement. Je veux dire, nous-mêmes qui avons ces ressources, qui bénéficions de ces ressources, nous sommes en train de tuer vraiment la poule aux œufs d'or. Il faut vraiment qu'on change de narrative et qu'on change de perspective et de paradigme. Mais tantôt, il a parlé de la terre comme étant l'une des choses fondamentales pour développer un pays, que les banques doivent davantage financer l'agriculture. Mais le président a dit dans une rencontre que la bombe au Sénégal, c'est le foncier. Parce que lui-même, il a constaté que la plupart des problèmes auxquels, sur sa table, qui sont posés sur sa table, c'est les problèmes fonciers. Oui. Pour arriver à ces problèmes fonciers, je voudrais d'abord parler un peu de développer un peu la partie concernant surtout l'agriculture, comme il faut dire. Lorsqu'on parle de développement économique et de financement des entreprises petites et moyennes, que ce soit dans les pays à travers le monde, beaucoup de pays se sont développés d'ailleurs à partir de leur PME, que ce soit le Japon, que ce soit l'Allemagne, que ce soit même d'ailleurs les États-Unis. La masse donc de production de richesse des PME est plus importante par rapport aux multinationales, aux grandes entreprises. Donc c'est valable. Cela veut dire que lorsqu'on doit financer la petite activité, il faudrait qu'on finance toute la chaîne, depuis la production jusqu'à la destination. Si je prends un exemple d'un produit agricole, que ce soit le riz, le lait et autres, mais lorsqu'il y a la production, il y a des besoins de financement de la production. Mais il faut qu'on finance aussi la chaîne donc jusqu'à la consommation, c'est-à-dire donc la chaîne pour la conservation, parce que souvent on entend qu'il y a des productions qui sont en train de pourrir au niveau des zones rurales. Comme le lait. Le lait, les bangs en Casamance souvent et d'autres produits, hein, les pastèques et autres. Normalement, l'agriculteur, le producteur agricole, le fermier agricole ne doit plus travailler sur 3 mois. Il doit travailler toute l'année parce que le Sénégal est couvert de fleuves. Nous avons le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie et nous avons le fleuve Casamance. Donc par des systèmes de drainage, on peut couvrir donc nos zones de production, ce qui fait qu'on produirait toute l'année. Vous voyez, le fait de produire toute l'année permettrait d'augmenter la richesse et cela encouragerait justement une bonne partie des jeunes, des populations à s'orienter vers ce secteur-là, puisqu'il y a une production rentable. Si les gens ne sentent pas la rentabilité dans une activité agricole ou une petite activité de mécanique, etc., c'est parce qu'au bout d'1 an, ils voient que finalement, avec l'effort qui est fait, il n'y a pas de rendement. Et changer l'image du paysan. Absolument. Et il faut que ce financement du cycle depuis la production jusqu'à la destination, consommation intérieure ou exportation, les banques ont un rôle important à jouer là-dessus. Et tout cela, ce sont des éléments des éléments concomitants qui doivent amener la Banque centrale ainsi que les autorités des pays de l'UEMOA à booster l'activité bancaire vers ces secteurs de développement. Mais pour cela, il faudrait la question foncière. Voilà. Et en arrivant justement à cette question foncière, c'est un problème qu'on retrouve globalement en Afrique, hein, et qui se retrouvait aussi en Asie ailleurs. Et je pense même en Europe, le problème se posait au XVIIIe siècle à peu près, dans les secteurs de développement. Bon, ça c'est un problème important que l'État doit régler sur le plan
donc de l'activité économique, puisque un investisseur local, c'est-à-dire un jeune qui veut se lancer dans l'activité de production agricole, il faut qu'il ait une sécurité dans son secteur, c'est-à-dire donc dans le domaine de production. Et donc le règlement de la situation donc, liée, si vous voulez, au foncier donc, se pose. Et maintenant, je pense que ça, c'est un problème que doivent régler les autorités en tenant compte donc, des perceptions des sociologues pour voir un peu comment les répartitions doivent se faire. Mais il est évident que lorsqu'on veut orienter les jeunes vers la production agricole, il faut que ces jeunes-là puissent être propriétaires donc, de leur zone de production. Mais c'est un problème qui pourrait se régler si nous arrivons à domestiquer l'eau, les fleuves, c'est-à-dire à avoir une production toute l'année. On a énormément de zones arides qui sont là. Si on arrive à les fructifier, et je pense qu'on aura des zones de production toute l'année, mais quelqu'un pourrait donc être orienté et s'investir donc dans une zone où il pourra se développer. Oui. Et le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est l'exportation. Nous négligeons beaucoup l'exportation de produits manufacturés. Finis. Produits finis. Nous n'exportons que tout ce qui est matière première en général ou produits agricoles. On exporte les emplois en même temps. Voilà, exactement. Ça veut dire que ces produits que nous exportons en brut, nous les faisons travailler à l'extérieur, alors que nos jeunes sont là et ont besoin d'emploi. Je parlais tout à l'heure de petites transformations. Mais ça, ce sont des choses qui peuvent se développer, qui créent donc de l'emploi. C'est valable pour l'arachide. Il y a l'arachide qu'on exporte en brut, mais ça nous revient dans des bocaux ou bien dans des sachets transformés ou bien dans des chocolats transformés et que nos consommateurs ici achetons, que nous, consommateurs, nous achetons, alors que cette production aurait pu se faire ici. Voyez, cela allait créer de la valeur ajoutée et nous allions pouvoir exporter, parce que l'exportation, c'est un élément aussi qui est souvent négligé. Or que les banques doivent financer l'exportation des entreprises. C'est pourquoi d'ailleurs les banques ont un rôle important dans le développement économique. Tous les pays qui se sont développés ont eu un réseau bancaire très, si vous voulez, donc très engagé dans le développement économique. Et là, il faudrait que, de concert avec les autorités monétaires et les autorités étatiques, qu'il y ait vraiment une certaine donc, concordance d'activité pour amener les banques à orienter donc, les financements vers ces secteurs de développement. Le foncier est une richesse. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas qu'au Sénégal, qu'on ait autant de terres et que le Sénégal reste aussi pauvre comme cela. Parce que les gens comparent aujourd'hui, quand vous allez en Israël, qui est un pays, très petit pays, mais qui est arrivé avec de très petites surfaces à exporter. Même des pommes, à exporter beaucoup de fruits et légumes, alors que le Sénégal a des vastes étendues de terres où des gens détiennent des terres, mais ils sont pauvres. Oui, et vous avez très bien résumé la situation. C'est-à-dire que ceux qui ont les terres n'ont pas l'argent, ceux qui ont l'argent n'ont pas la terre. Donc ça veut dire que nécessairement ces deux acteurs doivent travailler ensemble, mais dans l'intérêt des deux. Or, ce qu'on voit, c'est que depuis 25 ans, le Sénégal tente de faire une réforme foncière. On ne réussit pas parce qu'on a toujours cherché peut-être avec une entrée qui n'est pas forcément adaptée à nos propres réalités. Parce que si on doit réformer la terre, on réforme pour qui? Mais pourquoi on réforme la terre? Si on la réforme, c'est pour permettre à ceux qui en détiennent peut-être de mieux l'exploiter, ceux qui n'en ont pas peut-être d'y accéder, mais en même temps, c'est de fructifier ces terres pour que ça soit utile. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que de plus en plus l'approche, parce que même tout à l'heure on parlait effectivement, j'étais d'accord avec tout ce qu'il a dit, avec une petite nuance sur les jeunes. Je ne suis pas sûr qu'il faut aller vers une propriété privée, une privatisation de la terre, par exemple en disant que le jeune doit avoir sa propre terre, la femme aussi doit avoir sa propre terre. En moyenne au Sénégal, nous sommes à 4 hectares par famille. Donc si et avec le système de segmentation que nous connaissons, quand le responsable de famille décède, ensuite les enfants héritent, finalement on risque d'émietter et que ce n'est pas viable. Or, pour que ça soit viable, c'est autour de, en tout cas un système irrigué, c'est au moins autour d'un hectare, pour que les gens puissent autour de ça vivre comme famille. Et sur le système pluvial, autour de 4 hectares. La question que ça pose, ça veut dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse l'accès des jeunes et des femmes d'une autre façon. On n'a pas besoin tous d'être dans la production.
Et la production, c'est si les jeunes ne veulent pas faire de l'agriculture, c'est parce que c'est lourd, c'est difficile. Quand vous voyez vos parents être là-dessus depuis que vous êtes nés, vous trouvez toujours qu'il est toujours pauvre, il a du mal, à peine, il a financé certainement les études, mais difficilement, mais tant mieux, et je crois qu'il faut qu'on le rende. Et qu'on trouve aujourd'hui un système de rotation où le père de famille peut se reposer et bénéficier, et la loi d'orientation agro-silvopastorale de 2004, votée en 2004. Mais justement, cette loi, elle était très progressive. Ça avait permis de mettre les principes, même de reconnaître le statut et le métier de l'agriculteur. Pour que celui qui fait de l'agriculture jusqu'à 65 ans, 70 ans, qu'il puisse aussi aller se reposer, comme le professeur d'université qui prend sa retraite. Tant qu'on n'est pas dans ce système et que le père de famille puisse, en tout cas, léguer, si vous voulez, la gestion à un autre de l'exploitation. L'exploitation est une entreprise. Il faut qu'on arrive à voir qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on en sort. Et progressivement, à aider à transformer. Tout le monde ne peut pas être dans l'agriculture. À un moment, on aura peut-être besoin d'un système où certains peut-être vont en sortir pour que d'autres puissent regrouper, avoir plus d'hectares pour travailler de façon plus durable. Et les autres doivent être dans les autres segments, comme vous le disiez tout à l'heure, de transformation, de transport. Un immigré qui est hors du Sénégal, il est très enthousiaste à financer peut-être un camion pour qu'il fasse le transport. Mais encore qu'il faut que le jeune accepte de dire « Ok, moi je me mets dans ce segment, je pense que c'est rentable, je vais être dans le transport. Je vais être dans la commercialisation, je vais être dans ceci. » Et je crois que progressivement, nos écoles doivent former ces types d'acteurs, plutôt que d'avoir une formation où quand on a fini d'avoir les diplômes, et j'ai entendu récemment quelqu'un le dire d'ailleurs dans une radio, elle dit que mon père tenait à tel diplôme, j'ai fait le diplôme pour mon père, et après je suis allé faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire qu'il avait un autre projet qu'on n'avait pas pris en compte. On dit non, il faut être avocat, il faut être ceci, c'est bien. Mais tout le monde ne peut pas l'être. Donc si on y investit, alors que moi je pense qu'il faut valoriser les petits métiers. Et aujourd'hui, les Sénégalais ont une expertise avérée au niveau mondial. Il faut qu'on identifie les jeunes qui sont au marché de Sandaga, au marché de Koloban, qui ont une ingéniosité telle, nos enfants, avec les portables, ce qu'ils en font. Aujourd'hui, tu ne vas pas dire à ton enfant, va dans le monde agricole pour cultiver. C'est tellement lourd, c'est tellement difficile que ce n'est pas ça qu'il va faire. Par contre, il peut, à partir de sa machine, aller à l'école, au retour, travailler sur la gestion de l'exploitation de façon informatique, essayer de voir comment localiser en tout cas la production, comment vraiment trouver les marchés les plus prometteurs pour aller placer leurs produits, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette ingéniosité peut être mise à la disposition des acteurs. Mais je voudrais simplement dire, et je l'ai dit tout à l'heure rapidement, avec cette découverte du pétrole et du gaz, il ne faut pas que les ressources soient là pour justement augmenter le train de vie de l'État ou en tout cas d'autres formes. Et on va dire maintenant on a le pétrole et le gaz et c'est beaucoup de paroles, beaucoup de discussions, mais il faudrait que ça soit réinvesti dans des secteurs productifs. Il faut qu'on investisse dans la formation des jeunes. Absolument. Si on ne forme pas nos jeunes, ils seront à un moment déconnectés de la réalité. Et je crois que ça, c'est un enjeu majeur. Les former, ça ne veut pas dire simplement les amener à l'école. Il faut que l'école même se transforme et se mette à la disposition de l'entreprise, à la disposition des acteurs. On a vu aujourd'hui, justement, toujours dans l'agriculture, sur le riz, on a beaucoup d'entrepreneurs. On n'en parle pas. On préfère parler de gros investisseurs qui arrivent, qui prennent 10 000, 20 000 hectares. La plupart de ceux qui avaient pris 10 000, 20 000 hectares, ça n'a pas marché. Or, aujourd'hui, il y en a qui ont juste 20 hectares, 50 hectares, 100 hectares, qui sont en train de faire des choses extraordinaires, qui sont dans les usines de décortiquage, qui sont dans vraiment la transformation. Et je crois qu'il faudrait qu'on arrive à vraiment accompagner ces acteurs qui sont pour le développement réel. Et c'est ça que les banques doivent faire. Et malheureusement, c'est qu'on ne le font pas. Oui, le deuxième point de notre débat, tout à l'heure, il a parlé de ressources pétrolières, minières. Justement, le rapport de GIABA vient de sortir et a constaté qu'il y a pratiquement plus de 53 milliards de francs CFA qui sont blanchis dans le secteur minier au Sénégal. Est-ce que l'État du Sénégal est moyen de contrôler ce qui est fait là-bas? Oui, effectivement, il est important puisque les zones de production minière que nous avons surtout vers l'Est, Kédougou, Tambacounda, les populations sont pauvres. Voilà, où les populations effectivement sont très pauvres parce que ce sont des entreprises étrangères qui sont venues s'installer et qui quelquefois même, c'est de là-bas que la production part directement. Donc il y a, si vous voulez, donc les services douaniers peut-être qui sont sur place, mais est-ce que les moyens
sont importants pour couvrir donc l'ensemble de la production sur place. Surtout que, comme on le voit dans la sous-région, nous avons aussi sûrement une production informelle qui sort complètement des circuits. Donc il y a tout cela, ce qui fait que souvent nous avons une bonne partie de ces ressources minières qui partent, donc par le circuit informel, mais il y a également donc des financements qui sont faits sans qu'on maîtrise donc l'origine des ressources financières pour les zones de production minière. Donc tout cela demande, si vous voulez, des moyens de suivi, des moyens de contrôle et ensuite des moyens, si vous voulez, de sanctions. Maintenant, est-ce que nos États africains, on le voit en Guinée, on le voit également dans nos pays limitrophes, au Mali, etc., toute leur production minière connaissent également des problèmes liés justement à ces manques d'infrastructures, de moyens de contrôle, de moyens donc, de vérification et de suivi donc, des sources financières et de retour. Donc là, ce que devrait faire l'État, c'est mieux renforcer les moyens de contrôle au niveau si vous voulez, donc du site de production. Et ensuite, voir un peu que lorsqu'une entreprise s'installe pour, donc, si vous voulez, investir dans le secteur donc, minier, que l'État puisse avoir l'ensemble des informations, des sources de financement, des actionnaires de ces sociétés et de leurs activités à l'international pour bien s'assurer que nous avons donc des capitaux licites qui entrent dans le secteur de production et que ce n'est pas une sorte, donc, si vous voulez, d'envoi de ressources financières en vue de les recycler pour les retourner donc, chez eux. On a beaucoup duré sur la question du financement, c'est le temps que nous avons parti va bientôt terminer. Il y a aujourd'hui, on parle des amnisties pour Karim Wade, pour Khalifa Sall, alors que ces personnalités avaient été condamnées par l'État du Sénégal à un certain nombre d'amendes. Pour M. Karim Wade, on parle de plus de 174 milliards de francs CFA, Khalifa Sall 1 milliard et quelques. Aujourd'hui, si on arrive à ces amnisties dont on parle, qu'adviendra-t-il de cet argent qui doit de l'argent du contribuable? Oui, effectivement, moi je pense que le principe global qu'il faut retenir, c'est que celui qui gère doit rendre compte. Et je crois que la question de gouvernance, de transparence sont des principes quand même retenus comme éléments de gouvernance responsable et je crois que c'est une exigence démocratique. Et il faudrait qu'on arrive à ce que nos dirigeants se rendent compte que pendant que vous êtes en train aujourd'hui de gérer, demain vous allez rendre compte. D'ailleurs, même c'est ce que même l'islam nous rappelle. C'est-à-dire que tout temps, chacun est responsable et sera demandé de la responsabilité pour laquelle qu'on lui avait confié en tout cas. Je pense que de ce point de vue, le fait de demander à ce qu'on rende compte, ça c'est normal. La question maintenant que ça pose, c'est qu'effectivement, il faudrait savoir raison garder. Moi, je crois que le Sénégal est aujourd'hui, Dieu merci, l'un des pays qui sont un peu à l'écart un peu du tourbillon dans le Sahel, de tout ce qui s'y passe. Et je crois qu'il faudrait qu'on diminue un peu les passions sur ces considérations tout en restant vigilant et ferme. Je pense que c'est cette difficulté que nous avons, c'est-à-dire comment arriver à l'équilibre tout en intégrant le besoin de paix, le besoin de stabilité. Et je crois que nous avons aujourd'hui, Dieu merci, des religieux, des personnalités qui appellent souvent au calme, qui sont un peu les régulateurs sociaux sur lesquels nous nous appuyons. Je crois que ça c'est très important dans un pays, mais ça ne doit pas en tout cas induire à ce qu'on ait par exemple des Sénégalais qui sont, quand ils volent juste un œuf, tu es en prison, et quand tu voles des milliards, on te laisse marcher, ou en tout cas, justement, le gérer autrement. Je crois que c'est des questions qui doivent être partagées, qui amèneront justement à ce que chacun se sente responsable de ce qu'il gère, et il gère pour le bien de la communauté. Maintenant, comment que ces ressources dont on parle, la question de grâce, etc., moi je crois que si ça concourt à l'apaisement social, c'est quelque chose à saluer. Maintenant, il ne faut jamais remettre en cause, en tout cas quand même oublier le principe que tous les citoyens doivent être au même niveau. C'est la question que beaucoup de gens te posent. Cet argent qu'on devait récupérer, que va-t-il devenir cet argent? Est-ce qu'au nom de la paix, de la stabilité, on doit spolier les finances publiques? Exactement. En fait, dans toute gestion d'une activité, d'une entreprise ou d'une société, d'un secteur,
il faudra rendre compte, c'est normal. C'est pourquoi nous avons des organes de contrôle qui existent et qui doivent souvent intervenir. Maintenant, il faut toujours dissocier l'aspect politique de l'aspect économique. Donc, si des fonds ont été utilisés autrement par rapport à leur destination ou par rapport donc, à leurs opérations, évidemment, lorsque les contrôles seront effectués, il doit y avoir des rapports qui vont donc donner une orientation à l'État. Voilà les sanctions à prendre, les corrections à faire, éventuellement, donc si la gestion a été bonne ou pas. N'est-ce pas? Donc ça, c'est la partie purement économique. Maintenant, dissocié par rapport à la partie politique. Ce n'est pas parce que telle personne est opposée à ma politique que, justement, elle sera sanctionnée. Donc c'est pourquoi, sur le plan purement économique, la gestion est toujours contrôlée. C'est pourquoi, d'ailleurs, pour les entreprises, tous les ans, les entreprises doivent présenter des bilans qui vont faire l'objet d'un contrôle au niveau des impôts, mais également au niveau donc, des banques commerciales, justement, puisque toutes les entreprises qui ont leur compte devront présenter le bilan. Parce que ça permet de contrôler, de voir un peu si un commissaire au compte qui aura regardé les comptes de l'entreprise pourra donc attester de la bonne gestion. C'est valable pour les structures étatiques, etc. Donc sur le plan purement économique, le contrôle, c'est quelque chose de normal. Si maintenant il y a une faute, les rapports donc, des structures de contrôle vont donc donner l'orientation des sanctions à prendre, sanctions négatives ou sanctions positives. Maintenant, la part politique, ça c'est un autre domaine de relation entre justement ces personnes et l'entourage de l'État. Voilà, le temps que nous avons imparti est terminé. Merci professeur Omar Ba. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et de finances à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes aussi à la FASEC. Nous étions aussi avec docteur Cheikh Omar Ba, qui est sociologue, qui est aussi le patron de IPAR Sénégal et Afrique. C'est un think tank de l'UEMOA qui travaille aussi sur des questions agricoles. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à toute l'équipe techniquement accompagnée pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.